Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Nathalie Salle, avec Claude Courteau aujourd'hui à la technique, et préparés par Avril Ventura, Camille Lugan, Solène Saller, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle, que ses admirateurs retrouveront tout à l'heure à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, où elle recevra Virgile Tanaz pour une excellente biographie d'Albert Camus parue chez Gallimard. Suite et milieu, ce mercredi d'une semaine sur Michel Foucault dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après avoir évoqué l'histoire de la sexualité et puis les mots et les choses, avant d'aborder demain la question difficile des rapports que la pensée de Foucault entretient avec la philosophie des Lumières, c'est de l'engagement politique ou des engagements politiques, au pluriel, de Michel Foucault qu'il sera question aujourd'hui, en compagnie de la philosophe Judith Revel, qui est maître de conférences à l'Université de Paris 1, auteur entre autres d'un vocabulaire et d'un dictionnaire Foucault, parus tous les deux chez Ellipse. Judith Revel qu'on avait déjà reçue au Nouveau Chemin de la Connaissance dans une semaine sur la folie, pour parler justement de la critique foucaldienne de l'asile de la déraison. Il y a des pays sans lieu et des histoires sans chronologie. Des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Sans doute, ces cités, ces continents, ces planètes sont-ils nés, comme on dit, dans la tête des hommes, ou à vrai dire, dans l'interstice de leurs mots, dans l'épaisseur de leurs récits, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leur cœur. Bref, c'est la douceur des utopies. Pourtant, je crois qu'il y a, et ceci dans toute société, des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu'on peut situer sur une carte, des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe dans l'espace qu'il occupe, où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques, et dans le temps où il s'affaire, des moments uchroniques. Voici ce que je veux dire. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Bonjour Judith Revel. Bonjour. Bonjour, bienvenue de nouveau sur France Culture et sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. On va parler des engagements politiques de Michel Foucault et revenir un instant sur ce qu'il vient de dire, en un sens. Avant cela, juste une remarque tous les jours. D'abord en travaillant pour préparer cette semaine et puis en écoutant, en réécoutant Michel Foucault ou en écoutant Jean-Louis Jacopin nous lire ses textes. On est tous les jours émerveillés par la pureté, la beauté de ces images, le classicisme de la forme, la noblesse de son style. Oui, je crois que c'est absolument extraordinaire. Il y a une phrase dans le texte qui vient d'être, qu'on vient d'entendre et qui on ne vit pas et on ne meurt pas dans le rectangle d'une feuille de papier. C'est magnifique. Et je pense que c'est à la fois magnifique et en même temps, on vit et on meurt dans le rectangle des pages écrites par Foucault. On rentre dans des mondes. Et c'est une séduction qui est probablement ambigu parce que le grand style baroque qui a été salué par la critique au moment des
des mots et les choses, par exemple, Lui a été reproché ensuite. oui, fascine, est inhabituel, etc., etc. En même temps, c'est un style qui bouge. Foucault n'écrit pas de la même manière au début et à la fin. Et puis, c'est un plaisir de l'écriture qui est, je crois, important chez Foucault. Le plaisir n'est pas une chose indifférente chez Foucault, et c'est pas une chose indifférente en philosophie, et ça n'est pas non plus une chose indifférente dans la vie en général. Et je pense que le plaisir que Foucault prend quand il écrit, quand il exprime et quand il pense, c'est une chose qui nous passe et qu'il faut ne pas l'oublier. Et il ne faut pas l'oublier, et il faut surtout s'en souvenir au moment d'entrer dans la pensée de Michel Foucault. Juste encore un mot, vous avez dit, quand on ouvre un livre de Michel Foucault, on rentre dans des mondes. En général, quand on ouvre le livre d'un auteur, on rentre dans un univers. Ici, on pourrait parler d'un plurivers, peut-être? Oui, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une chose qui est assez connue dans l'histoire de la philosophie, qui est que la génération des philosophes qui commencent à penser, à écrire dans les années 50, en réaction à une philosophie académique, critique très profondément la notion de système. Et donc, il y a une volonté de désystématiser la philosophie, de ne pas faire unité. Chez Foucault, c'est beaucoup plus patent encore, et c'est une sorte de cheval de bataille permanent. On connaît la phrase de la préface à l'archéologie du savoir qui a été reprise à de nombreuses reprises par Foucault par la suite, et qui est « Ne me demandez pas qui je suis, c'est une morale d'état civil ». Il y a une volonté d'être toujours ailleurs par rapport à l'endroit qui est le sien, et qui est un endroit qui est à la fois institutionnel, c'est professeur au Collège de France, mais c'est aussi un endroit qui est dessiné par les cartographies du savoir académique, des rapports de pouvoir, etc., etc. Et Foucault est toujours à côté. Et ça le rend probablement plus dérangeant qu'on ne le croit, et c'est aussi une manière de prendre position politique. Eh oui, oui, ne me demandez pas qui je suis, c'est une morale d'état civil. Le fait est que, dit Michel Foucault, dans un entretien remarquable qui date de 1984 et qu'on trouve dans les Dits et écrits, je crois en effet avoir été localisé tour à tour et parfois simultanément sur la plupart des cases de l'échiquier politique, anarchiste, gauchiste, marxiste, tapageur ou occulte, nihiliste, anti-marxiste, explicite ou caché, technocrate au service du gaullisme, néolibéral. Un professeur américain, ajoute-t-il, se plaignait qu'on invitât aux États-Unis un crypto-marxiste comme moi, et j'ai été dénoncé dans la presse des pays de l'Est comme un complice de la dissidence. Alors là, pour le coup, même si peut-être la comparaison s'arrête là, mais il y a quelque chose d'assez sartrien, jeune Sartre, l'excellent jeune Sartre, le Sartre corrosif, dans ce refus d'être réifié, étiqueté, identifié de Michel Foucault. Oui, je crois qu'il y a une éthique qui est une éthique de la non-identification. Il y a une critique très forte des identités chez Foucault à partir de la deuxième moitié des années 70, parce qu'on n'est jamais une chose mais plusieurs, parce que Foucault revendique le droit de changer, mais aussi parce que je pense que la philosophie française de la même époque, je pense à Deleuze, thématise par exemple le devenir contre des positions d'être. Et donc chez Foucault, c'est très sensible dans le travail. Ça ne veut pas dire que Foucault n'a pas de cohérence, mais cette cohérence-là, elle est à penser de manière complexe, discontinue. Pardonnez-moi, j'ai dit continue, justement. Alors, on peut le prendre dans les deux. Vous pouvez dire c'est une continuité. Je dis ça à dessein, je précise juste quand même que Foucault est un penseur du discontinu, comme on dit, et des discontinuités, des failles radicales, comme on dit. Mais en même temps, la cohérence foucaldienne, l'identité, et on comprend bien qu'il faut mettre ce mot entre énormes guillemets quand on parle de Michel Foucault, mais l'identité de Foucault, l'identité de celui qui signe les livres, se trouve peut-être ou se saisit dans une cohérence intime et que j'ai envie de désigner sur un mode de continuité, justement. Alors, ça dépend ce qu'on entend par continuité. Ça n'est jamais linéaire, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est une continuité dans la permanence, dans la reproposition permanente des questions. Pas dans la reproposition permanente des réponses. Non mais voyez par exemple, quand on pense à Sartre des années 50 et le Sartre de la fin des années 30, oui. Il y a une rupture. Il n'y a pas de rupture de cet ordre dans le parcours de Michel Foucault. Oui et non. Par exemple, sur le texte qui était lu tout à l'heure et qu'on entendait, sur l'idée de l'hétérotopie par exemple, on peut le prendre de deux manières différentes. On peut très bien dire c'est une continuité dans la problématisation d'une possibilité de résistance. Et c'est une continuité. On peut très bien dire c'est une discontinuité, mais ça n'est pas une incohérence. Dans le renoncement à quelque chose qui était très fortement thématisé par Foucault sous l'influence de Blanchot, par exemple, dans les années 60, et qui est le thème du dehors. Je pense qu'il y a eu un rêve chez les philosophes français dans les années 60, et qui était ce rêve d'un dehors
du pouvoir, d'un dehors des machines répressives, d'un dehors des institutions. Et puis il y a chez Foucault l'idée que finalement, on ne peut pas s'en remettre à des lendemains qui chantent, à un avenir radieux, à un âge d'or qu'on profilerait dans le futur, et que les utopies, elles se font attendre, et que ce qu'il s'agit de faire, c'est de creuser les rapports ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas de dehors de l'histoire. Cette question du dehors, sur laquelle on reviendra demain d'ailleurs avec Fabienne Brugère en parlant des Lumières, et l'hypothèse d'un double dehors, finalement, il y aurait un bon dehors qui serait une altérité préservée, et un mauvais dehors qui serait le fantasme, justement, alors là, pour le coup, le goût de l'absolu, le désir d'un autre monde. Dans le texte qu'on a entendu, puisque c'est un texte lu par Michel Foucault, c'est une conférence qu'il avait enregistrée à la radio, on a à la fois une pensée inséparable des modalités ponctuelles et particulières d'une existence précise, et en même temps cette différence qu'il fait entre l'utopie et l'hétérotopie, c'est-à-dire ce lieu autre, mais une altérité incluse dans la quotidienneté, dans le fil de tous les jours. Le théâtre, dit Michel Foucault, est une hétérotopie. C'est un lieu parfaitement différent, parfaitement autre, à l'intérieur d'un espace familier. Cette différence qu'il élabore entre utopie et hétérotopie, est-ce qu'elle est exemplaire d'un discours, le discours foucaldien, qui refuse à la résistance, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, qui refuse à la résistance le privilège de se situer hors du pouvoir, du seul côté univoque du bien, une fois pour toutes? Oui, je crois que c'est ça qui est évidemment l'enjeu de la position de Foucault, qui n'a pas toujours été celle-là, hein. Dans les années 60, par exemple, il ne parlait pas de résistance, il parlait de transgression. Il empruntait le concept à bataille. Et il y avait cette idée qu'il fallait transgresser les limites et que finalement le passage à la limite était une modalité de résistance. Puis il y a une prise de conscience qui correspond probablement à la fin des années 60 et autour de 68 à un enregistrement de ce qui se passe dans la réalité, et qui est que finalement, les limites, quand on les transgresse, on les reconfirme un peu plus loin, on les repousse, mais on n'en sort pas. Et qu'il n'y a précisément pas de dehors, ce qui fait que le travail de la résistance, il doit se faire, pour reprendre une expression de Foucault que j'aime bien, dans les mailles du pouvoir. Parce qu'on n'est jamais en dehors des rapports de pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas une chose, c'est pas un pouvoir avec un P majuscule, dit Foucault, et ça n'est pas l'État, en tout cas pas seulement, mais ça passe par des relations qui sont aussi des relations privées, affectives, de travail, de voisinage, de savoir, etc., etc. C'est-à-dire que la démultiplication des rapports de pouvoir, y compris sur une échelle infinitésimale, fait qu'on n'en sort jamais. Alors, c'est pas une condamnation. On n'est pas asservi au pouvoir, il n'y a pas de mise à mort de l'espoir de résister. Il y a simplement l'idée que c'est dans la torsion des rapports existants que se fait la résistance, et non pas dans l'idée d'un en dehors. S'il y a quelque chose de polémique dans ce que j'ai pu dire ou écrire, c'est simplement ceci, c'est que d'un côté comme de l'autre, on est, je crois, trop souvent amené à on a été trop souvent amené à ne pas tenir compte de l'existence de ces rapports de pouvoir. Quand je dis d'un côté et de l'autre, voici à quoi précisément. Je pense que vous aviez, si vous voulez, la philosophie traditionnelle, universitaire, spiritualiste, enfin comme vous voudrez, dans laquelle les relations entre individus étaient essentiellement considérées comme relations de compréhension, relations, si vous voulez, de type dialogue, de type verbal, de type discursif. On se comprend ou on ne se comprend pas. Bon. Et puis, vous avez l'analyse de type marxiste qui essaie de définir les relations entre les gens essentiellement à partir des rapports de production. Bon. Il me semble qu'il existe tout aussi fondamental que les relations économiques ou les relations discursives, des relations de pouvoir, qui trament absolument notre existence. Quand on fait l'amour, eh bien, on met en jeu des relations de pouvoir. Ne pas tenir compte de ces relations de pouvoir, les ignorer, les laisser jouer à l'état sauvage, ou les laisser, au contraire, confisquer par un pouvoir étatique ou un pouvoir de classe. C'est ça, je crois, qu'il faut essayer d'éviter. En tout cas, c'est contre cela qu'il faut polémiquer. Faire apparaître les relations de pouvoir, c'est essayer, dans mon esprit en tout cas, de les remettre, en quelque sorte, entre les mains de ceux qui les exercent.
Là où il y a pouvoir, il y a résistance. Et pourtant, ou plutôt par là même, celle-ci n'est jamais en position d'extériorité par rapport au pouvoir. Faut-il dire qu'on est nécessairement dans le pouvoir, qu'on ne lui échappe pas, qu'il n'y a pas par rapport à lui d'extérieur absolu, puisqu'on serait immanquablement soumis à la loi? Ou que, l'histoire étant la ruse de la raison, le pouvoir, lui, serait la ruse de l'histoire, celui qui toujours gagne? Ce serait méconnaître le caractère strictement relationnel des rapports de pouvoir. Ils ne peuvent exister qu'en fonction d'une multiplicité de points de résistance. Ceux-ci jouent dans les relations de pouvoir le rôle d'adversaire, de cible, d'appui, de saillie pour une prise. Ces points de résistance sont présents partout dans le réseau de pouvoir. Il n'y a donc pas, par rapport au pouvoir, un lieu du grand refus, âme de la révolte, foyer de toutes les rébellions, loi pure du révolutionnaire, mais des résistances qui sont des cas d'espèce, possibles, nécessaires, improbables, spontanées, sauvages, solitaires, concertées, rampantes, violentes, irréconciliables, promptes à la transaction, intéressées ou sacrificielles. Par définition, elles ne peuvent exister que dans le champ stratégique des relations de pouvoir. Judith Revel, est-ce que cela signifie, le texte que je viens de lire et la parole de Foucault avant, est-ce que tout cela signifie qu'au fond, la résistance est vouée face au pouvoir à une défaite indéfinie et qu'au fond, le pouvoir intègre la résistance comme un système intégrerait les contradictions qu'on lui apporte et qu'en définitive, il ne sert à rien de résister. Comment épargner à Foucault une telle lecture de ces textes? Alors, je pense que c'est le problème de la position de Foucault. C'est-à-dire que finalement, et c'est une chose dont Foucault se rend très rapidement compte sur un épisode très précis dont on parlera peut-être, qui est le GIP, qui est les luttes menées par le groupe Information Prison en 70, 71, 72. On va en parler. Alors, le problème est le suivant. Il y a non pas un pouvoir, mais des rapports de pouvoir, on vient de l'entendre, ce qui implique d'ailleurs de faire une cartographie de l'état des rapports de pouvoir pour pouvoir définir la possibilité non pas d'utopie mais d'hétérotopie, c'est-à-dire des lieux de résistance interne aux rapports de pouvoir mais qui les creusent et qui les tordent. Alors ça c'est la première chose. La difficulté c'est de savoir si on peut faire autre chose face à un rapport de pouvoir ou à plusieurs rapports de pouvoir que de formuler des contre-pouvoirs. Parce que quand on ne pense le rapport d'adversité ou d'antagonisme au pouvoir que sous la forme d'un contre-pouvoir, on s'enferme dans un cercle qui est un cercle parfaitement dialectique. Donc C'est-à-dire la qu'à dialectique, tout c'est pouvoir, quand il y a un pouvoir qui s'oppose à un autre, en fait. à une forme de contre-pouvoir qui à la fois le nie et qui est voué à être réabsorbé par ce pouvoir qui s'élargit, se déplace, se reformule. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé avec le GIP. Alors rappelons, donc oui. le GIP a été constitué en février 71. Je lis pieusement, Judith Revel, votre dictionnaire Foucault, en l'occurrence c'est Lignard qui parle, création annoncée lors d'une conférence de presse par Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet et Jean-Marie Domnac. On est à la suite de la dissolution de la gauche prolétarienne. Oui, alors c'est très lié à la gauche prolétarienne, ça n'est pas totalement lié à la gauche prolétarienne non plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui part des prisons et auquel un certain nombre de figures qui sont des intellectuels, mais pas forcément. Il y a aussi des assistantes sociales, il y a aussi des médecins, il y a aussi des gens, en général des militants. Il y a aussi des acteurs, Yves Montand, Simone Signoret, etc., etc. Et tous ces gens-là... Badinter était dans l'aventure ou pas? Je ne sais pas quand il y est rentré et je ne sais pas s'il était formellement dans le groupe. Il faudrait vérifier pour ça. Il y a un excellent ouvrage, un livre qui a été publié par Philippe Artière, Laurent Quérault et Michel Zancarini-Fournel il y a quelques années, et qui a publié l'archive du GIP. C'est à l'IMEC et c'est absolument passionnant. Il y avait Jean Genet. Alors, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font avec les détenus? D'abord, ils ne parlent pas à leur place, ils travaillent avec eux, et ils travaillent avec eux dans la formulation d'une protestation et d'un refus et d'une dénonciation, qui est celle du statut des détenus, des prisonniers en France. Et ce dont se rendra compte Foucault au fur et à mesure, finalement, de la lutte du GIP, et ce qui fait qu'il en sort aussi, c'est que... la réaction des autorités carcérales et du ministère de l'Intérieur qui gère les prisons, c'est finalement de donner
ce que les détenus demandent. C'est-à-dire qu'ils demandent plus d'heures de télé, des savonnettes, plus d'heures de parloir, des contacts avec les familles, etc. etc. Oui, est-ce que le problème du GIP, justement, ça n'est pas tout simplement de travailler main dans la main avec un pouvoir carcéral qui ne demande que ça? Le problème, c'est celui du réformisme. Est-ce que finalement, l'enjeu d'un contre-pouvoir ou d'une résistance au pouvoir, c'est d'obtenir des réformes? Et Foucault, je pense, se rend très bien compte que c'est à la fois bien entendu nécessaire, ça n'est pas négligeable, il faut des réformes, il faut de l'acquisition de droits là où ils sont niés, etc. Et en même temps, si on s'enferme dans ça, finalement, le contre-pouvoir est tôt ou tard voué à être réabsorbé par un nouvel état de pouvoir qui sera probablement plus sympathique, plus humain, plus philanthropique, etc., etc. Mais ça ne nie pas la réalité du pouvoir, la réalité des rapports de pouvoir. Alors que chez Foucault, il y a cette idée, et c'est ce qui va être l'enjeu de sa pensée à la fin des années 70 et au début des années 80 avant sa mort, que si on n'instaure pas une dissymétrie entre le pouvoir et le contre-pouvoir, quelque chose qui à un moment donné distingue le pouvoir du contre-pouvoir, on est voué à ce fonctionnement dialectique. C'est-à-dire que finalement, on est toujours l'objet du pouvoir. Et cette dissymétrie, c'est ce sur quoi Foucault va se concentrer de manière très théorique, mais aussi de manière formidablement concrète à la fin de sa vie, et qui est ce qu'il va appeler la production de subjectivité. C'est-à-dire que dans la résistance qu'un sujet ou des sujets de manière collective, mais ça peut être fait aussi comme une expérience singulière, dans la résistance que quelqu'un construit par la parole, par le rapport à soi, par le rapport au corps, par le choix de sa sexualité, par les rapports affectifs, ou par des rapports qui sont des rapports militants et plus explicitement politiques, ce qu'on construit, c'est à la fois des barricades symboliques, il ne s'agit pas de faire des barricades matérielles, parfois si quand même aussi, mais ce qu'on construit, c'est à la fois un front de résistance et quelque chose qui est de l'ordre de l'invention de soi. Et cette invention de soi, c'est un excès par rapport à ce qui était. C'est quelque chose qui n'était pas prévu par le pouvoir. Judith Revel, est-ce qu'on n'est pas au cœur de toute la difficulté de Foucault et donc toute la fécondité de sa pensée? Quand vous étiez venu la dernière fois nous parler de folie, on avait bien vu que la folie... Foucault reprochait à la raison finalement d'avoir réduit la folie à la déraison, c'est-à-dire de l'avoir incluse dans ces catégories, au sein de ces catégories, au titre de ce qu'elle n'était pas. Donc il y avait une espèce d'inclusion exclusive de la folie. La folie, c'est la déraison, c'est ce que la raison n'est pas, mais en même temps, comme c'est la raison qui la désigne comme la déraison, eh bien, elle est incluse au titre de ce qu'elle n'est pas, au titre de son autre. Est-ce qu'en un sens, un lecteur de bonne foi pourrait se demander si, en pensant la résistance comme intégrée dans le pouvoir, immanente au lieu de pouvoir, Foucault lui-même ne s'expose pas à être inclus par le pouvoir au titre de son autre nécessaire, celui qui le conteste, comme toute société ou comme toute loi a besoin de ses hors-la-loi, ou comme toute société aurait besoin de ses dissidents. Et est-ce qu'au fond, la construction foucaldienne de la construction de soi, ce que vous appelez la construction de soi, qu'on pourrait appeler aussi peut-être une liberté intransitive, une liberté qui ne se mesure pas à l'espace, mais qui se mesure finalement au rapport qu'on entretient avec soi, est-ce que cette liberté intransitive chez Foucault n'est pas une façon pour lui de sortir d'une alternative, cette alternative-là, cette inclusion exclusive qui fait que le groupe d'information sur les prisons était tout à fait, d'une certaine façon, accepté par les autorités en place? Alors, dans le cas spécifique du groupe Information Prison, je pense que... Mais de façon plus générale, hein, oui, dans le cas spécifique du GIP, je pense qu'il n'a pas été accepté du tout pendant très longtemps. Après, il y a eu une récupération réformiste de la lutte autour des prisons qui ponctuellement a clos l'épisode, mais qui ne suffisait pas en soi. Le problème des prisons existe encore aujourd'hui et on sait... et Robert Badinter, d'ailleurs, est en pointe sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il ne s'agit pas de clore un chapitre, il ne s'agit pas non plus de dire que ça n'a servi à rien, il ne s'agit pas non plus de dire que l'institution pénitentiaire de l'époque a été d'accord dès le départ. Ça a été parfois extrêmement violent. Il y a des images formidables d'Élie Kagan d'une journée de janvier 72 où on voit Sartre, Foucault, Deleuze, Châtelet, etc., qui courent devant des CRS et le rapport de force, y compris physique, est extrêmement fort. Donc, ça n'a pas été très rigolo non plus. Mais c'était nécessaire. Et en même temps, c'était nécessaire mais pas suffisant. Je pense que c'est ça dans ce rencontre Foucault. Alors,
Mais sur le fond. Sur le fond, je pense Est-ce que Foucault effectivement, n'est le pas problème- fatalement réformiste à partir du moment où il pense la résistance à l'intérieur du pouvoir? Oui et non, parce que si on dit que s'il est fatalement réformiste, ça veut dire qu'on se dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'être dans une tenaille qui opposerait l'autre au même et qui ferait de l'autre du même. C'est-à-dire que c'est soit le même, soit l'autre du même, et c'est une structure dialectique, et il y a forcément une synthèse au bout, et on est tous de bons hégéliens, ce que Foucault ne voulait pas être. Et donc, oui, on est dans la dialectique de l'autre et du même. Chez Foucault, je pense qu'il y a, comme d'ailleurs chez Deleuze à la même époque, l'idée, et comme chez d'autres avant, comme chez Merleau-Ponty, je pense à la fin des années 50 déjà, il y a l'idée qu'il y a la possibilité d'une différence. Et que la différence et l'altérité, c'est pas la même chose. Et que creuser la différence, c'est précisément casser ce cercle dialectique. Ça ne veut pas dire qu'on est ailleurs, en dehors. Ça veut dire que de l'intérieur, on peut produire quelque chose qui dévisse ou qui déconstruit l'enfermement du même et de l'autre. Une altérité qui ne serait pas seulement le non-moi. Oui, une altérité qui produirait de l'excédence. Et je pense que c'est vraiment sur l'idée de la production ou de l'invention de quelque chose qui excède. Parce que le pouvoir n'invente pas, le pouvoir gère. Alors que la résistance produit. Où sans vieillir, je meurs, je t'aime, ô ma prison. La vie de moi s'écoule, la mort enlacée, leur valse lente et lourde, à l'envers et dansée, chacune d'évidence, sa sublime raison, l'une à l'autre opposée. J'ai trop de place encore, ce n'est pas mon tombeau, trop grande est ma cellule, et pure ma fenêtre, dans la nuit prénatale, attendant de renaître. Je me laisse vivant par un signe plus haut de la mort reconnaître. À tout autre qu'au ciel, je ferme pour toujours ma porte et je n'accorde une minute amie qu'au très jeune voleur dont mon oreille épie. De quel cruel espoir l'appelle à mon secours dans leurs chansons finies. Judith Revel est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi dans une semaine sur Michel Foucault. C'est de l'engagement politique de Michel Foucault, de la résistance selon Michel Foucault que nous parlons aujourd'hui. Libérez l'action politique de toute forme de paranoïa unitaire et totalisante. Faites croître l'action, la pensée et les désirs par prolifération, juxtaposition et disjonction plutôt que par subdivision et hiérarchisation pyramidale. Affranchissez-vous des vieilles catégories du négatif, la loi, la limite, la castration, le manque, la lacune, que la pensée occidentale a si longtemps sacralisé comme forme du pouvoir et mode d'accès à la réalité. Préférez ce qui est positif et multiple, la différence à l'uniforme, le flux aux unités, les agencements mobiles au système. Considérez que ce qui est productif n'est pas sédentaire, mais nomade. N'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant, même si la chose qu'on combat est abominable. C'est le lien du désir à la réalité, et non sa fuite dans les formes de la représentation, qui possède une force révolutionnaire. N'exigez pas de la politique qu'elle rétablisse des droits de l'individu tels que la philosophie les a définis. L'individu est le produit du pouvoir. Ce qu'il faut, c'est désindividualiser par la multiplication et le déplacement des divers agencements. Le groupe ne doit pas être le lien organique qui unit des individus hiérarchisés, mais un constant générateur de désindividualisation. Ne tombez pas amoureux du pouvoir. Judith Revel, ça c'est la préface de Michel Foucault à la traduction américaine du livre de Deleuze et Guattari, Guattari ou Guattari, comme on dit, l'anti-Oedipe, donc capitalisme et schizophrénie. Alors, mon camarade Jean-Louis Jacopin, en lisant ce texte, a cru bon de le lire sur un ton presque comminatoire, comme une injonction, comme une série d'injonctions. Et pourtant, quand on regarde la lettre du texte, je me demande, je vous pose la question, en fait, je me demande si c'est le bon choix. Il y a un ton impératif, impérieux là-dedans, mais la nature de l'impératif, qui est celui de Foucault, n'a pas la rigidité d'un ordre, d'une injonction. C'est autre chose. D'ailleurs, il dit bien, n'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant, même si la chose qu'on combat est abominable. Il n'y a pas chez Foucault, me semble-t-il, quelque chose qui relève de l'ordre, au fond, mais de l'ordre qu'on donne et qu'on reçoit. Non, je pense qu'il y a pas... Par exemple, Foucault se pose jamais dans la position
du donneur de conseils, de l'intellectuel qui serait, pour des raisons de savoir ou pour des raisons de position sociale, quelque chose comme une avant-garde, et qui donnerait des indications au commun des mortels. Je pense que c'est une chose importante. Alors le texte est daté probablement, parce que c'est un texte de 77, il est un peu exalté, c'est un pastiche, c'est une invitation à la vie non fasciste sur le modèle de saint François de Sales et de l'invitation à la vie béate. Donc il y a tout ça dans le texte. Et en même temps, ce qui est très émouvant, au-delà du ton qui est en plus un ton très deleuzien, la désindividualisation, etc., ce qui est très émouvant, c'est que ça n'est pas un texte théorique. C'est un texte qui est un texte construit à partir de la réalité, construit à partir de ce qui se passe autour de Foucault. Et Foucault, en 77, il a en tête des tas de choses, mais il a en particulier en tête ce qui se passe aux États-Unis, qui est le début de la prise de conscience et de l'organisation des mouvements gays en Californie. Et puis il a en tête ce qui se passe à la même époque en Italie. Et 77, c'est en Italie la fin d'une sorte de grande utopie joyeuse de transformation d'un long 68 qui a duré 10 ans, et c'est le point de basculement dans ce qui va être, hélas, tragiquement, les années de plomb, qui existent déjà avant, mais pas de manière massive. Il y a encore, en particulier à Bologne 77, c'est le point c'est le point le plus haut finalement de la création du mouvement italien, et c'est aussi le point le plus joyeux. Et puis il va y avoir la répression, le terrorisme, etc. Et Foucault est au courant de ça. Il prend position d'ailleurs en 77 au moment des épisodes italiens. Et il y a cette idée que la politique c'est une joie. Alors il prend position contre la violence. Il prend position contre la violence d'une répression. Alors, ça serait un autre. La violence d'une répression ou la violence des actions menées. Les deux, mais c'est pas la même violence, je pense. Alors, il faut faire attention. Oui. De quelle violence s'agit-il? De quoi on parle? Et je pense qu'il faudrait une émission entière pour poser le problème de la violence. Je pense que la violence d'une manifestation. Est-ce que Foucault, comme Sartre, par exemple, adhère à une certaine forme de violence révolutionnaire? Mais ça dépend de quelle violence on parle. Les révolutions sont souvent violentes. La révolution iranienne, au moment où elle commence en 78-79, et on sait à quel point Foucault a été fasciné par la chose, il est parti, il a assisté 2 fois de suite à ce qui se passait, il en a fait des articles, etc. On l'a beaucoup critiqué pour ça. Mais une révolution pacifique, c'est assez rare. Et quand elles sont pacifiques, il n'est pas dit qu'elles soient meilleures que les autres. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, par exemple. Alors, est-ce que 68 est violent? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Iran est violent? Est-ce que la société civile iranienne aujourd'hui est violente? Oui. Le pouvoir aussi. Est-ce que c'est la même violence? Je pense que c'est compliqué et que c'est un sujet de réflexion qui mériterait il faudrait en parler. On va notamment parler de l'Iran, Judith Revel. Mais juste un point. Dans le texte qu'on a entendu, il dit... N'imaginez pas, donc je redonne cette phrase, n'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant, même si la chose qu'on combat est abominable. C'est le lien du désir à la réalité, et non sa fuite dans les formes de la représentation, qui possède une force révolutionnaire. Est-ce qu'il n'y a pas un oxymore ici, quand il parle du lien du désir à la réalité? Quand on prend la réalité pour son désir, est-ce qu'on peut être encore révolutionnaire? C'est à Camus que je pense en vous posant cette question. Il y a dans ce texte-là, dans ces 2 lignes de Foucault, quelque chose qui me fait penser, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez, qui me fait penser au début de L'Homme révolté de Camus, qui dit oui avant de dire non, qui ne dit non que parce qu'il a d'abord dit oui. Et dans cette acceptation initiale, ou plus exactement dans ce consentement initial, Camus situe à la fois la violence comme limite à l'action révoltée, et en même temps l'impossibilité de la révolution, au sens où la révolution ferait naître un conservatisme nouveau et une violence d'État. Alors, le problème, il est le suivant. Je pense que très clairement, chez Foucault, il y a une dimension qui est une dimension de l'indignation, qui est une dimension absolument fondamentale dans la politique. Et par indignation, il y a quelque chose de très proche de la position que peut avoir, par exemple, Spinoza, qui est un auteur qui n'est pas cité par Foucault, jamais cité par Foucault. Jamais cité par Foucault? Quasiment jamais. On dirait qu'il l'a infusé en permanence. Alors qu'il est extrêmement présent chez Foucault, mais Foucault s'en explique d'une manière assez rigolote à la fin de sa vie. Il dit, il y a des auteurs que je cite et il y a des auteurs que je ne cite pas. Il y a des auteurs parmi ceux que je ne cite pas qui sont fondamentaux pour moi et je ne les cite pas exactement pour cela. Donc Spinoza est à sa manière très présent chez Foucault en filigrane parce qu'il n'est pas là et en même temps parce qu'il n'est pas cité explicitement, mais il est très présent. Et la définition de l'indignation chez Spinoza, elle est très simple et très belle. Spinoza dit, c'est dans la définition des affects, dans l'éthique 3, l'indignation, c'est la haine pour le mal fait à autrui. Alors, c'est très beau et en même temps, c'est une définition qui est une définition extrêmement négative. Et je pense que ce qui est très fort chez Foucault, et ça l'est chez Deleuze à la même époque, c'est le retournement de cette indignation comme haine pour le mal fait à autrui en une
volonté d'inventer, de produire ou de créer d'autres conditions. Et que ça s'accompagne d'une très grande joie. Alors, qu'est-ce qu'on produit? On reste chez Spinoza, là, quand même. Tout à fait. La, Ouais, tout à fait. la Ouais, tout joie à fait. même est au Mais il principe, y a un d'ailleurs, de spinozisme, moi je suis l'indignation. très convaincue de cela. Alors on peut en discuter, je pense que tous les Foucaldiens ne seront pas d'accord. C'est beaucoup plus évident bien entendu chez Deleuze, mais il y a cette idée qu'on invente. Alors on invente des modes de vie, on invente des relations, on s'invente soi-même et que tout ça c'est de l'ordre de la production. Alors Foucault à la fin de sa vie parlait d'ontologie. Il ne faut pas du tout imaginer une transcendance, il ne faut pas du tout imaginer un retour à la métaphysique ou à la morale. Il faut imaginer plutôt une éthique comme travail sur soi et comme travail sur soi avec les autres. C'est jamais une version individualiste ou individualisée de l'éthique qui produit des formes d'être, qui sont des formes d'être immanentes, très concrètes, qui sont des rapports. Et je pense que dans la pratique politique de Foucault, la joie, elle est de se sentir toujours différent, toujours remis à l'ouvrage, parce qu'on se travaille soi-même comme matière. Et c'est ça la joie de la politique. Alors, c'est la joie d'obtenir des droits, c'est la joie de renverser des choses qui sont abominables, comme il dit dans le texte, mais c'est aussi la joie de déplacer les lignes et la joie d'inventer d'autres mondes. Vous disiez tout à l'heure... De sorte, pardonnez-moi, de sorte, on ne peut pas... Il y a une différence entre inventer d'autres mondes et croire en un autre monde. Oui, tout à fait. C'est Alors, pas voilà, la même c'est ça. chose. Voilà. Et je pense que quand vous pointiez tout à l'heure la difficulté à articuler le désir et la réalité, et c'est vrai que c'est un oxymore. Et en même temps, le désir chez Foucault, c'est pas du n'importe quoi. L'oxymore, c'est à partir quand il parle de révolutionnaire. C'est ça qui me gêne. Oui, et en même temps, le thème de la révolution chez Foucault, il est de plus en plus présent. C'est ça qui est très drôle. Et il le sera dans deux textes, deux versions du même texte, mais qui sont un peu différentes entre elles, et que vous allez commenter demain avec Fabienne Brugère, qui est cette double version du commentaire du texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières, où le thème de la révolution revient en permanence. Et où Foucault dit finalement, ce qui est important, c'est pas ce que devient la révolution. En général, les révolutions deviennent mal, deviennent des choses pas très sympathiques. Ce qui est important, c'est le désir de révolution. Et ce désir de révolution, ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à la dimension du désir et s'en tenir là. C'est la volonté de changement, c'est la volonté de métamorphose, et c'est ça qu'il faut reconnaître. Parce que dans la volonté de métamorphose, il y a chez les hommes et les femmes une manière de se prendre pour objet de leur propre pratique et de reconnaître qu'ils peuvent changer les choses. Alors, on ne change pas totalement les choses, on est toujours tributaire de déterminations qui sont historiques, sociales, économiques, etc. etc. Il ne s'agit pas de nier les déterminations du présent. Il s'agit de l'intérieur même des déterminations du présent de penser qu'il peut y avoir un creusage ou un frayage de la différence qui n'est pas de l'ordre de l'altérité. On n'est pas voué à être le contre-pouvoir de son pouvoir. En tout cas, pas que ça. Ouais. On est probablement aussi voué à ça, mais pas que ça. Oui, mais j'ai quand même l'impression que le réformisme le suit comme son ombre, hein, à vous entendre, Judith Revel, parce que on peut pas. J'ai l'impression, ou alors on joue sur les deux tableaux, ou alors on est révolutionnaire, mais on désire la réalité. On résiste au pouvoir, mais en même temps la résistance n'est pas un absolu. Nul n'est détenteur du bien. Je me demande si la pensée politique de Foucault n'est pas victime de la subtilité de son ontologie, et si en un sens ce qu'il a admis, c'est-à-dire cette façon qu'il avait de creuser le réel et de ne pas vouloir le fuir, n'a pas débouché en politique sur une impasse qui est à la fois l'indignation d'un côté et en même temps l'impossibilité du désir absolu ou absolutiste d'un autre monde, d'un monde où ce qui l'indigne serait définitivement aboli. Alors ça serait vrai, je pense, si on considérait que la réalité et le monde tel qu'il est ne bougeait pas, ne devenait pas. Et je pense que ce qui est très fort chez Foucault, c'est que finalement, le travail ou le creusage de l'intérieur même des mailles du pouvoir, de notre propre réalité, et l'infléchissement qu'on peut y tisser ou y tricoter, est un travail qui se modifie en fonction de l'actualité, parce que le monde bouge, parce que le monde change, et parce que la manière dont les sujets se mettent ensemble pour construire de la résistance change en fonction d'un monde qui lui-même change. Il y a une sorte de mobilité des lignes qui est très, très forte chez Foucault. Et si on ne tient pas compte de cette mobilité des lignes, alors effectivement, on a une réalité statique et un contre-pouvoir qui est statique. Et on peut dire à Foucault, vous êtes victime de votre propre position, parce que tôt ou tard, Foucault, comme il est par ailleurs normal, sera un auteur d'agrégation de philo, si jamais l'agrégation de philo continue à exister, ce dont je doute fort. Et qu'il est déjà un auteur académique et universitaire. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lit les textes de Foucault, moi je suis en tout cas très frappée par la fraîcheur des textes. La fraîcheur des textes, ça ne veut pas dire que le monde n'a pas changé depuis l'époque, parce que Foucault est mort il y a 25 ans, il y a 26 ans, et que le monde n'est plus le monde de Foucault. Mais c'est l'idée qu'on peut aujourd'hui
utiliser Foucault. Et les usages de Foucault sont probablement plus intéressants que les lectures intrafoucaldiennes. C'est ce que fait Mathieu Pot-Bonneville, que vous avez reçu hier, c'est ce que fait, ou avant-hier, c'est ce que fait Philippe Artière, c'est ce qu'ont fait beaucoup de jeunes chercheurs de la deuxième génération des Foucaldiens. C'est-à-dire que dans un usage de Foucault, il y a l'idée qu'on se sert de Foucault pour produire du diagnostic, pour inventer des cartographies Voilà, du donc réel. le monde que nous vivons, 25 ans après ou 26 ans après la mort de Foucault, n'est plus le monde de Foucault, ce qui ne remet pas en cause l'acuité d'un certain nombre de ces diagnostics. J'espère qu'on va avoir le temps de parler de l'Iran, parce que c'est important. Mais Ouais. quand même, avant cela, dans l'article que j'ai cité au début de cette émission sur l'engagement politique, un article tardif, une interview tardive, on est en Ouais. 84, donc juste avant sa mort, Foucault parle du polémiste. Il dit: le polémiste s'avance bardé de privilèges qu'il détient d'avance et que jamais il n'accepte de remettre en question. Il possède par principe les droits qui l'autorisent à la guerre et qui font de cette lutte une entreprise juste. Il n'a pas en face de lui un partenaire dans la recherche de la vérité, mais un adversaire, un ennemi qui a tort, qui est nuisible et dont l'existence même constitue une menace. Il se trouve, Judith Revel, qu'hier matin, au matinal sur France Culture, Bernard-Henri Lévy était l'invité et expliquait, parlant de son livre sur la guerre en philosophie, que la philosophie, c'était la guerre, justement, et qu'il fallait donc mener la guerre, et que la guerre, en un sens, alors il faudrait qu'on puisse réentendre cela, hein, je renvoie nos auditeurs au site des matinales de France Culture, il faudrait réentendre cette conversation, parce que l'espace de la guerre, l'espace de la polémique semblait l'emporter sur l'espace du dialogue. Est-ce qu'on n'a pas là, chez Foucault, dans l'entretien de 1984, la description d'une position qui serait aujourd'hui, par exemple, plus sartrienne, au fond, c'est-à-dire celle de Bernard-Henri Lévy? Oui, mais je pense que moi, je n'ai pas entendu l'intervention de Bernard-Henri Lévy parce que j'étais en cours, mais en même temps, c'est vrai que l'idée d'une philosophie qui aurait une fonction polémique, polémon, c'est la guerre, c'est aussi l'idée que les intellectuels ou les philosophes, mais plus généralement les intellectuels, ont des positions de vérité. Et que finalement, on ne peut pas penser sans une position de vérité qu'on fait valoir. Je pense que c'est totalement à l'envers de la position de Foucault, parce que Foucault n'a pas de position de vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vérité, contrairement à ce qu'on a bien voulu croire et ce que certains ont dénoncé. C'est pas un relativisme absolu. Chez Foucault, ce qui est important, c'est montrer comment est-ce que la vérité est produite à un moment donné. Il y a toujours une historicisation de la chose, et dans un lieu donné, en fonction d'une série de rapports qui sont des rapports d'organisation du savoir, des rapports de pouvoir, un état des liens sociaux, etc., etc. Alors, quels sont les jeux de vérité ? Quelle est la manière dont on construit les figures de la vérité à un moment donné ? Et comment est-ce que un porteur de savoir, un intellectuel, s'y inscrit nécessairement, parce qu'il est nécessairement à l'intérieur. Et comment est-ce qu'il peut faire jouer cette inscription ? Foucault est professeur au Collège de France. Il n'a jamais nié c'est-à-dire qu'il a été à Vincennes et au Collège de France. Alors, il a été très brièvement à Vincennes parce qu'il était en Tunisie au moment de 68. Mais ça lui colle à la peau. Il est associé. Parce que ça correspond à l'idée qu'on s'en fait. En réalité, il est infiniment à Vincennes que n'a pu l'être Deleuze, qui a vraiment participé de l'aventure de Vincennes. Et en même temps, ça lui colle à la peau parce que c'est un rapport au savoir qui est un peu l'enjeu de l'expérimentation que les universitaires qui rejoignent Vincennes dans un projet qui est un projet collectif et qui est très lié à 68, essaient de construire. Et l'idée, c'est quand même ce que Foucault a appelé avec Deleuze, alors très tôt dans un entretien qu'il avait fait pour l'Arc, qui s'appelle Les intellectuels et le pouvoir, qui est du tout début des années 70, mais Foucault y revient de manière assez constante, y compris à la fin de sa vie. L'idée de construire une figure d'intellectuel qui serait différente et qui serait celle de l'intellectuel spécifique, et qui l'oppose à ce qu'on a appelé l'intellectuel universel, et qui est le modèle Sartre. Et le lien BHL-Sartre est évident. Parce que l'intellectuel universel, c'est l'intellectuel qui parle au nom de tous, pour tous, qui donne sa voix, ou qui sert de porte-voix à des gens qui n'ont pas accès à la scène publique, mais c'est aussi l'idée d'un éveilleur de conscience chez Sartre. Nul n'a le droit de dire, c'est Foucault qui parle, révoltez-vous pour moi, il y va de la libération finale de tout homme. Mais je ne suis pas d'accord avec qui dirait, inutile de vous soulever, ce sera toujours la même chose. On ne fait pas la loi à qui risque sa vie devant un pouvoir. Alors, il écrit ça, il faut le dire pour l'auditeur, tout le monde ne le sait pas, il écrit ça dans Le Monde du 12 mai, daté du 12 mai 79, c'est un article resté très célèbre, inutile de se soulever. À propos de la révolution iranienne, on a beaucoup reproché à Foucault ses positions sur la révolution iranienne, peut-être faisant d'ailleurs de ses positions une lecture rétroactive, c'est-à-dire sachant ce que la révolution iranienne était devenue ensuite.
Judith Revel. Oui, mais je pense que bon, l'épisode iranien est un épisode qui a été probablement très, très commenté à l'époque, mais très commenté encore aujourd'hui. Il y a une phrase qu'on cite toujours où Foucault parle de la révolution spirituelle et du spiritualisme de la révolution iranienne, et qui lui a été énormément reproché quand on sait ce qu'est devenue cette révolution-là, c'est-à-dire une république islamique antipathique, pour ne pas dire plus, c'est une dictature épouvantable. Mais voilà, mais vous dites islamique antipathique, mais quand Foucault écrit au Premier ministre iranien, il lui dit dans gouvernement islamique, c'est gouvernement qui me gêne, c'est pas islamique. Quand il écrit à Mehdi Bazargan, qui est à l'époque Premier ministre et qui a été le fondateur de la Ligue de défense des droits de l'homme en Iran, qui a été au cœur de la révolution et qui a servi d'interprète à Foucault en septembre 78, au moment du premier voyage de Foucault en Iran, quand Foucault est allé voir l'ayatollah Madari, qui était le grand représentant chiite d'une opposition qui refusait que le pouvoir politique soit un pouvoir religieux. Donc il y avait une position en Iran qui était de la part des religieux eux-mêmes, d'une partie des religieux eux-mêmes, et qui était le pouvoir politique ne peut pas être une théocratie. C'est pas possible. Et Bazargan servait d'interprète, puis il a été chargé par Khomeini par la suite, en janvier ou en février, je me souviens plus, 79, de créer un gouvernement. Il s'est retrouvé Premier ministre, et puis il démissionne. Il démissionne en mars, au bout de 3 mois, après avoir dénoncé les exécutions sommaires, etc. C'est-à-dire le tournant qui fait que la révolution, qui était une révolution pour la liberté, parce que le régime du Shah était une chose épouvantable, était une dictature, lorsque une révolution qui est un soulèvement populaire et qui veut de la liberté et des droits, devient à son tour quelque chose comme un gouvernement dictatorial. Alors, Foucault dit, et il en parle dans le texte Inutile de se soulever, bien sûr qu'on ne peut pas préjuger ou annoncer le devenir d'une révolution. Mais on n'a pas de leçons à donner, nous, occidentaux, en matière de révolutions qui ont mal tourné. Il suffit de relire l'histoire occidentale pour voir ce que c'est devenu. Donc, ce que Foucault appuie, c'est le soulèvement. Et on ne peut pas nier à des sujets qui prennent en main leur vie et qui dénoncent les conditions épouvantables de leur vie et la négation systématique des droits qui leur sont faits, on ne peut pas nier à ces sujets le droit de se révolter. Judith Revel, si on laisse de côté les intentions réelles qui étaient celles des républicains américains au moment de la deuxième guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak, si on laisse de côté les intentions réelles et si on s'en tient aux pétitions de principe, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à quoi Foucault pourrait adhérer, à savoir aidons finalement ce pays à se libérer de son tyran? Est-ce qu'en un sens, cette position-là n'est pas la même que celle de Foucault au moment de la révolte en Iran? Est-ce qu'on ne peut pas faire... Et est-ce qu'on ne pourrait pas même prolonger ce parallèle anglo-saxon avec la question du voile? Ces deux questions pour terminer notre conversation. Mathieu Pot-Bonneville, qui était l'invité lundi, disait qu'on pouvait lire à partir de Foucault, on pouvait diagnostiquer aujourd'hui la façon dont le féminisme devenait islamophobe, pensant probablement d'ailleurs à cette femme voilée qui était dans les rangs et sur les listes du nouveau parti anticapitaliste. Mais d'un point de vue anglo-saxon, il n'y aurait aucune contradiction entre la laïcité, entre guillemets, et le fait de porter le voile. Est-ce que Foucault, finalement, n'est pas un penseur anglo-saxon? Alors... Vous avez 1 minute. Oui, non, sur la guerre, non, moi je suis pas d'accord du tout, mais pour des raisons qui sont très simples. C'était une question. Oui, hein. Je pense que on pourrait très bien répondre qu'en réalité, la guerre telle qu'elle a été pratiquée dans les dernières années et qui est probablement le nouveau visage de la guerre aujourd'hui, une guerre postmoderne un peu différente, c'est une guerre d'ingérence et c'est une guerre où on prétend libérer les peuples à leur place. Alors que dans le cadre de l'Iran en 79 et dans le cadre de ce qui se passe en Iran aujourd'hui, parce que le parallélisme est absolument flagrant et quand on relit les textes de Foucault de 78-79, on pourrait les appliquer. C'est absolument sidérant. Je ne sais pas, je souhaite de tout cœur que la société civile iranienne se libère d'un pouvoir qui est épouvantable. Je ne sais pas ce que la société civile iranienne, si elle y réussit, et j'espère qu'elle le fera encore une fois, produira comme forme de gouvernement. Je ne peux pas le dire. Mais ça ne m'empêche pas d'appuyer de toutes les manières possibles la tentative de révolution qui est en cours en Iran. Et ça, c'est la première chose. En revanche, dire nous allons aider des peuples à se libérer d'eux-mêmes et mettre en place un gouvernement qui se pose à la place de la manière dont les gens prennent en main leur propre vie, ça c'est une autre chose. Et ça c'est la première chose. Sur la question du voile... Alors, c'est compliqué. Moi je pense qu'il y a
Dans la question du voile telle, en tout cas qu'elle a été débattue, telle qu'elle continue à être débattue en France, quelque chose qui est beaucoup plus lié à l'idée qu'on a de la République et de la laïcité à la française qu'à la question de l'islam. Le problème, c'est de savoir si... En d'autres termes, la Foucaldienne que vous êtes ne voit pas quelque chose d'islamophobe dans l'opposition ou dans les lois, par exemple, contre le port des signes religieux. Je veux dire, on peut être foucaldien sans repérer une islamophobie derrière les lois, la loi récente sur le port des signes religieux. Foucault vous répondrait, est-ce que la loi est la forme dans laquelle il faut poser le problème ? Il y a chez Foucault l'idée que la pensée politique moderne a formulé son fonctionnement à partir de quelque chose qui était l'expression d'une souveraineté, qui était elle-même organisée sous la forme du contrat et qui était la loi juridique. Le problème, c'est de savoir si aujourd'hui, la loi juridique est le seul instrument que nous avons pour régler ce type de problème. Je pense que Foucault dirait que non, pour une raison très simple, c'est que dès la fin des années 70, à partir du moment où on construit ses cours autour de la notion de biopolitique, il dit il faut penser un au-delà de la loi juridique parce que ça n'est plus seulement la loi juridique qui fonctionne aujourd'hui dans nos sociétés, c'est un autre instrument et cet instrument, c'est l'instrument de la norme. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un usage caché de la normalisation qui pose problème. Moi, je suis farouchement opposée à la forme de la loi pour réglementer le problème de la question du voile, non pas parce que le port du voile m'est sympathique, non pas parce que je n'y reconnais aucun danger, bien sûr que ça pose problème, mais parce que je pense que la loi est un instrument qui est aujourd'hui l'instrument de normalisation et de répression. Judith Revel, malheureusement, il faut qu'on s'arrête maintenant et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu rester quelques heures encore à parler de l'engagement politique de Foucault et du diagnostic que les textes de Foucault permettent de formuler sur l'époque qui est la nôtre. Je signale quand même, outre les deux livres que j'ai cités au début de cette émission, qu'il y a à paraître en avril chez Fayard, de vous, Michel Foucault, une pensée du discontinu. On est impatient de le recevoir et de vous lire et de lire surtout grâce à vous, d'entrer grâce à vous dans la lettre du texte de Michel Foucault. Il est 10h50 sur France Culture, on est un peu en retard, qu'elle me pardonne. C'est l'heure de retrouver Adèle Van Rett et le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Vous êtes tout pardonné. Bonjour Raphaël. Après Foucault, Camus. Oui, on parle beaucoup de Camus ces derniers temps à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, mais c'est à une partie bien précise de son œuvre qu'on va s'intéresser aujourd'hui, puisque nous sommes en compagnie de Virgile Tanaz, qui signe une biographie de Camus aux éditions Gallimard, en folio, et qui, en tant que dramaturge et grand connaisseur de théâtre, écrit de très belles pages sur le rapport de Camus au théâtre, et qui est beaucoup moins secondaire que ce qu'on peut penser. Bonjour Virgile Tanaz. Bonjour. On est au début des années 40. Camus est à Paris, il commence une liaison avec Maria Casares, et vous écrivez, Virgile Tanaz, la phrase suivante qui nous permet de saisir le lien essentiel qui unit Camus au théâtre. Confronté dans l'existence réelle à un désordre qu'il ne parvient pas à maîtriser, doutant de son talent et jouissant d'une réputation à son avis imméritée, Camus se réfugie dans un amour du théâtre. Alors tout est dit dans cette phrase, Virgile Tanaz, à la fois le constat que Camus fait d'une existence sans ordre, l'inquiétude vis-à-vis de sa propre carrière, et le rapport au théâtre comme viatique, comme soutien qui lui permet tout simplement de tenir bon. Oui, tout à fait, parce que le théâtre est la possibilité de vivre une autre vie que la sienne. Les comédiens, pour 1 heure, 2 heures, souffrent pour des sujets qui ne les concernent pas, et ils sont vrais dans cette autre vie. Et cette autre vie, l'auteur peut l'organiser. Alors, il y a chez Camus qui a douté toute sa vie. Vous savez, il publie L'étranger qui a un succès auquel il n'espérait pas. Il publie La peste dont il n'est pas satisfait. Et puis, pendant 15 années, il cherche une autre forme d'existence romanesque, jusqu'à trouver la formule du premier homme. Et le théâtre lui donne la possibilité de construire une vie qui ressemble à la sienne et qui est plus ordonnée, moins absurde que la sienne. Et il traduit ensuite par la relation particulière qu'il a avec plusieurs comédiennes, dont Maria Casares, de retrouver un peu de réalité dans sa propre vie, parce qu'il vit avec Maria Casares un amour de théâtre. Ils vivent chacun séparés, en même temps ensemble, ils s'affichent ensemble, mais en même temps ils ne le sont pas. Ils s'écrivent des lettres
stupéfiantes dans leur innocence. Ce sont des lettres d'adolescents et ils jouent l'amour parfait, l'amour idéal. D'ailleurs, Camus va proposer à peu près dans les mêmes termes cet amour idéal, amour de théâtre, à Catherine Sellers, et il a la sensation que le théâtre, le seul endroit où il est heureux, dit-il, lui permet de vivre non pas une vie plus vraie, mais une vie plus juste, je dirais. Plus juste, oui. Donc vous montrez bien en quel sens finalement les relations amoureuses que Camus a pu avoir avec des comédiennes, notamment Maria Casares, sont l'expression d'une autre façon une autre façon d'exprimer son amour pour le théâtre. Mais il faut bien rappeler ici que Camus a une longue pratique du théâtre, à la fois en tant que comédien, que metteur en scène, et je pense notamment au Théâtre du Travail qu'il fonde à Alger en 1936, et qui est une façon pour lui de militer finalement et de proposer un nouveau théâtre qui serait plus accessible aux personnes qui sont moins habituées à aller au théâtre, par exemple. Oui, il est persuadé que le théâtre a une audience plus importante que le roman. Il s'est trompé en ce qui le concerne. Il a peu joué et il n'a jamais mis en scène ses pièces. Il se fait que probablement qu'il était un metteur en scène de nouveau type qui, connaissant ce que c'est que le personnage de théâtre, il aurait pu donner à ces pièces une autre destinée, parce qu'elles ont été toujours en France, du moins tant de sa vie, mises en scène par des hommes de théâtre qui n'étaient pas du tout brillants. Oui, pour vous, la raison de l'échec de ces mises en scène est due au fait que les metteurs en scène qui ont pris en charge ces pièces, finalement, étaient de mauvais metteurs en scène. C'est votre explication. Avec une naïveté qui vient d'une tradition théâtrale française où le texte du personnage devrait être le texte de l'auteur, et il n'arrive pas à comprendre qu'en fait le texte est l'écume de la vague qui est le personnage, et que on doit faire vivre les personnages pour que le texte ait une vérité. En essayant de faire des personnages des haut-parleurs d'un discours idéologique de Camus qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus hésitant, beaucoup plus confus même, parce que la vie est confuse. On n'a donné aucune chance à ces pièces qui ont retrouvé ailleurs, en Italie, chez moi avec Streller, un succès de public que Camus a retrouvé comme metteur en scène, en faisant l'adaptation des Possédés et en mettant en scène Requiem pour une homme, comme metteur en scène. Probablement qu'il a créé des personnages, parce que le public ne se trompe pas. Ces pièces, qui ne sont pas différentes dans l'écriture des pièces de Camus, ont eu un succès de public exceptionnel. C'est ça, donc pour vous, le malentendu qu'il y a autour du théâtre de Camus vient du fait qu'on pense que ces personnages, finalement, sont les porte-paroles de ce que penserait Camus lui-même, alors que, selon vous, ce n'est pas le cas. Les personnages ont une existence indépendante de la pensée de Camus. Merci beaucoup, Virgile Tanaz. Vous signez donc cette biographie qu'on trouve chez Gallimard, en folio, qui s'appelle tout simplement Camus. Merci beaucoup. C'est noté. Vous vouliez nous parler de Freud également, Adèle? Oui, s'il y a deux grands hommes dont on entend beaucoup parler en ce moment, en ce début d'année, c'est Camus et Freud. Et Freud, dont l'œuvre est, je le rappelle, tombée dans le domaine public le mois dernier, et auquel Alain de Mijola consacre un livre magistral, je dois dire, qui s'appelle Freud et la France de 1885 à 1945. On trouve ça aux éditions PUF. Et alors, dans ce livre, le psychanalyste Alain de Mijola raconte, année par année, la progression du personnage de Freud et de ses idées dans le milieu médical et culturel français. Alors, c'est un livre extrêmement riche, extrêmement complet, qui fait plus de 900 pages, et dans lequel on trouve tout ce qui est d'intéressant à savoir sur Freud, la naissance du mouvement psychanalytique, les correspondances privées autour des problèmes que posent les théories freudiennes, l'influence des écrivains de la NRF, Marie Bonaparte, on trouve tout, et même à la fin du livre, on a une trentaine de pages qui donnent des indications précises sur les principaux personnages évoqués. Donc ça s'appelle Freud et la France de 1885 à 1945, on trouve ça aux éditions PUF, et on lit ça comme un roman ou comme un outil de travail. Et c'est noté, merci Adèle, ça donne envie. Hein. Freud, Camus, Foucault, c'était le bonheur du jour. On se retrouve demain, comme tous les jours, de 10h à 11h pour la suite d'une semaine de 5 jours sur le grand Michel Foucault. On y parlera des Lumières, de Kant et de Baudelaire, autour d'un texte génial, vous verrez, vous entendrez plutôt.
Donc, on se retrouve demain en direct, mais on se retrouve tous les jours et tout le temps, si vous le souhaitez, sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent téléchargement et bibliographie. Merci à Jean-Louis Jacopin, dont la voix nous accompagne toute la semaine. Merci à Nathalie Salle, dont la réalisation couronne le travail de Camille Lugan, Adèle Van Rett, Avril Ventura et Mathilde Unger. France Culture, dans 5 secondes, il sera 10h59 et dans un instant, vous retrouverez Question d'époque.